qui s'exprime justement sur le circuit du médicament, sur l'administration qui gère les médicaments, où il se passe quand même des choses qui ne sont pas très orthodoxes. Très orthodoxes, voilà, absolument. Et donc, les parlementaires, ils ont fait leur travail. Ils ont même convoqué le ministre et l'ancien directeur de médicaments et de la pharmacie. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Ils ont transmis. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Là, ils ont transmis leurs conclusions à la Cour des comptes. On attend toujours que la Cour des comptes s'exprime. Et vous savez, quand la Cour des comptes s'exprime, le dossier il est renvoyé au parquet et après il y a les poursuites pour poursuivre des gens qui sont accusés de malversation ou de problèmes. Donc, vous voyez où ça suffit? Il suffit que la Cour des comptes fasse un rapport bien fait pour que derrière les choses. Mais je ne pense pas que ça soit à l'échelle d'une association professionnelle qui... Et sinon, ça aura une... De la part des médicaments importés qui étaient de plus en plus importantes, alors que la moitié de ces médicaments importés pourraient être fabriqués localement. Il y a un certain nombre de suggestions qui ont été faites de la part des industries pharmaceutiques marocaines. Et quand je parle des industries marocaines, je parle aussi bien des multinationales que des industries marocaines. Monsieur Ibrahimi et Monsieur Hakim Zalim en ont parlé. Aujourd'hui, les multinationales se sont désengagées du Maroc au profit d'autres pays. C'est que les conditions n'étaient pas réunies en leur faveur et donc ils se sont désengagés du Maroc. Et ça, c'est très grave. Et c'est vraiment dommage pour le patient marocain et pour le Maroc. En attendant, il y a des points très importants que nous avons suggérés aux autorités pour soutenir l'industrie locale. Notamment, par exemple, l'oméprazole, qui est un principe actif qu'on utilise dans les médicaments contre l'hyperacidité et l'ulcère. Lorsqu'on donne des dizaines de médicaments avec la même DCI, on crée de très nombreux acteurs et finalement tout le monde a une très petite part de marché sur ce produit-là et finalement ça fait beaucoup d'acteurs qui n'ont pas de poids et sur le plan économique ce n'est pas viable. C'est le cas pour un grand nombre de molécules et nous avons suggéré aux autorités de mettre un numerus clausus pour mettre en place justement ce mécanisme de concurrence qui va être plus loyal et qui va être en faveur du patient marocain. Mais malheureusement, ce n'est pas pris en compte. Mais rien. Et il y a un ensemble de mesures que nous pouvons prendre de façon tout à fait logique et qui seront efficaces, mais malheureusement... Non, mais la seule politique ou la seule chose qui a été véritablement menée, peut-être de mon point de vue, de ce que je vois, après peut-être vous, en tant que professionnel, vous voyez autre chose, mais simplement la seule véritable politique qui a été menée par rapport aux médicaments, c'est la politique des baisses des prix. Ça rejoint ce que j'ai dit en début d'émission. C'est là que j'ai retenu. Vous, en tant que professionnel, vous voyez autre chose, mais simplement la seule véritable politique qui a été menée par rapport aux médicaments, c'est la politique des baisses des prix. Ça rejoint ce que j'ai dit en début d'émission. C'est là que j'ai retenu. C'est la politique politicienne. Le problème de cette politique des baisses des prix, c'est que, il faut pas s'égarer de la chose. C'est que si on a fait ça, il y a bien un objectif. Quel était l'objectif à l'époque? C'était qu'on dope un petit peu la consommation, il me semble. Après, je peux me tromper, je vous donnerai la parole à Mjid Belej. Donc il fallait doper la consommation. On voit bien que la consommation n'a pas forcément grimpé d'une manière exponentielle. Toutes les études ont prouvé, vous le dites très bien, les études ont prouvé que la baisse qui a été opérée sur le prix des médicaments ne s'est pas traduite par une augmentation de la consommation des médicaments. Significative. Donc aujourd'hui, on doit peut-être s'asseoir, vous, les industriels, le ministère de la Santé, etc., les parties prenantes, et de se dire qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce qu'on a baissé les prix, mais on n'a pas vu, tout le monde a applaudi, mais on n'a pas élargi l'assurance, la couverture santé. Et si on n'élargit pas cette couverture santé, on aura toujours le même problème de baisser les prix, mais on n'a pas vu, tout le monde a applaudi, mais on n'a pas élargi l'assurance, la couverture santé. Et si on n'élargit pas cette couverture santé, on aura toujours le même problème qui va se poser. C'est que très peu de gens seront en capacité d'aller se procurer des médicaments. Mjid Belej. Alors effectivement, l'impact de cette baisse des prix était quasi nul. Et pourquoi? Parce que justement, elle n'était pas accompagnée par un élargissement de la base de la couverture. Parce que aujourd'hui, théoriquement, c'est un tiers de Marocains qui sont hors système, mais en réalité, si on voit ce qui est remboursé, on peut dire 50% des Marocains ne bénéficient pas réellement. Et le problème, c'est que quand vous avez quelqu'un qui ne bénéficie pas, le médicament n'est que l'une des composantes des soins. Avant d'avoir le médicament, il faut que j'aille consulter, que je paie la radiologie, les analyses et tout ça. C'est un tout. Et que soit la personne
couverture et il voit régulièrement, notamment s'il a une maladie chronique, il voit son médecin régulièrement, soit il n'en a pas, et donc le fait de baisser le prix, ça lui fait une belle jambe. Et quand il s'agit de médicaments très coûteux, qui coûtent quelques dizaines de milliers de dirhams, même si vous baissez de moitié, qu'est-ce que ça restera toujours inaccessible aux patients si derrière il n'y a pas une prise en charge d'une manière ou d'une autre. Donc la baisse, elle a été faite beaucoup sur la tranche 1, c'est les médicaments inférieurs à 300 dirhams. C'est-à-dire 80%? Oui, écoutez, plus de 90% qui sont les médicaments qui réellement ne posent pas problème pour les Marocains. Le Doliprane, les petites choses comme ça, les antibiotiques. C'est pour ça que ça n'a pas d'impact. Parce que soit c'est des médicaments utilisés couramment. C'est la classe 3 qu'il fallait attaquer, c'est ça que vous êtes en train de dire? 3 et 4, 3 et 4, 3 et 4. 3 et 4, 3 et 4, 3 et 4. Et donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'impact. Non accompagné par le gouvernement. Alors, ce système, ce décret de fixation de prix de médicaments ne souffre pas que... Il pose aussi un certain nombre de problèmes. Premièrement, le choix des pays du benchmark. On s'est comparé à la France, la Belgique, la Turquie, l'Arabie Saoudite, des pays qui ont des PIB beaucoup plus importants que le nôtre, qui ont des systèmes de santé beaucoup plus costauds que le nôtre, et comble de la mégalomanie, on va se dire, on va prendre le prix, non pas le prix moyen, mais le prix le plus bas, sortez-y de ces pays. C'est des aberrations. On aurait pu choisir des pays voisins ou des pays africains d'économie proche du Maroc, mais pas d'ailleurs. Le choix du benchmark aussi, il a été pointé dans le rapport. Des choses qui peuvent être exploitées comme des barrières à l'entrée du marché. Par exemple, dans ce décret, on trouve que n'importe quel opérateur a le droit de baisser ses médicaments, mais si jamais il baisse le prix des médicaments, tous ceux qui arrivent derrière sont obligés de s'aligner. Mais pourquoi on va prendre en otage plusieurs opérateurs au détriment de un qui a choisi? Vous pouvez avoir par exemple une multinationale qui a un principe et qui a en parallèle un générique. Elle gagne sur le principe et n'a qu'à mettre le générique au prix le plus bas pour empêcher les autres. Bien sûr, c'est une barrière. Et pour la petite histoire, ce décret de fixation de prix, aujourd'hui, il est en situation d'illégalité. Parce qu'il viole la loi sur la liberté des prix. Parce que logiquement, tous les changements sur les prix, y compris pour les produits stratégiques. Écoutez, il devait passer logiquement par de la santé. Alors, c'est le Wardi a effectivement envoyé le rapport pour consultation. Mais on n'a pas pu faire le travail. Il n'a pas été consulté pour la bonne raison qu'il y avait un vice de forme. C'était normalement le chef du gouvernement d'envoyer ce rapport et non pas au ministre de la Santé. Donc il n'a pas été consulté et donc les anomalies qu'il y a dedans n'ont pas été corrigées. Très bien. Vous voulez réagir, Salim Grmaï, juste après Leila Sintissi, et sans oublier nos invités qui sont aussi par Skype, à savoir justement Abdelhakim Zalim et Mustafa Brahmi, juste après. Allez-y. Je voulais rebondir sur ce qu'a dit M. Belaïch, et il a tout à fait raison, c'est que effectivement au niveau de la prise en charge, c'est très compliqué. En réalité, les auditeurs doivent savoir qu'il n'y a que 54% en réalité de la population qui est prise en charge. C'est très compliqué. En réalité, les auditeurs doivent savoir qu'il n'y a que 54% en réalité de la population qui est prise en charge par les assurances. Et pour ceux qui sont pris en charge, c'est selon un circuit de remboursement qui est très très complexe. Et sans oublier que lorsque on prend un médicament, le médicament arrive en fin de ligne, comme vous l'avez souligné tout à l'heure. C'est scandaleux comment les patients sont pris en charge dans les établissements de santé publics. Ils attendent très longtemps. Ils restent souffrir pendant longtemps. C'est inadmissible avant de pouvoir avoir un diagnostic et enfin avoir accès à un traitement. C'est une procédure qui est très longue. Il faut dénoncer cela. Alors, à peine 54% ont une assurance maladie. Deuxième point important, parce que c'est du concret, c'est pas de la philosophie qu'on est en train de faire aujourd'hui. Deuxième point important, le out of pocket, comme on dit, c'est-à-dire la dépense
qui relève du ménage lui-même, elle est de l'entrée. C'est pas de la philosophie qu'on est en train de faire aujourd'hui. Deuxième point important, le out of pocket comme on dit, c'est-à-dire la dépense qui relève du ménage lui-même, elle est de l'ordre de 48%. C'est-à-dire que lorsque on dépense 100 dirhams, il y a 48 dirhams qui sortent de notre poche. Ça aussi, c'est très parlant, c'est des chiffres. Et c'est ça qui fait en sorte que le patient marocain est sous-médicamenté, il est sous-médicalisé et il faut mettre en place un système. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas encore une carte comme la carte vitale en France ? Alors, Mustafa Brahimi, qui permet d'avoir toute la traçabilité et faire toutes les statistiques valables. Ouais, Mustafa Brahimi et juste après Abdelhakim Zalim, vous voulez réagir tous les deux? Oui. Il faut dire une chose, que le médicament au Maroc, il est cher. Ce sont les 4 rapports qui ont soulevé ce constat, qui est de 30 à 40%, qui est cher de 30 à 40%. Il y avait des aberrations et des médicaments. Il faut qu'il y ait une solution. Mais le fait de baisser les prix, c'est pas la seule solution. C'est une condition nécessaire pour la consommation des médicaments, mais il est insuffisant. Alors, quand on trouve pour la fixation des prix et en particulier pour le remboursement des prix, il y a une commission de transparence et des fois il y a un décalage pour avoir l'AMM d'un médicament. On attend presque 3 ans. Pardon ? 3 ans, vous dites. Ouais, allez-y. Oui, 3 ans. Et donc, durant ces 3 années, il y a un autre opérateur qui a le monopole du marché. Donc, des fois, quand on n'a pas rapidement son AMM, ceci va favoriser les autres concurrents à avoir un prix qui est plus haut. Et on a vu même qu'il y avait des génériques qui avaient un prix qui était plus cher que le Princeps. Donc, ça, c'est un prix qui est plus haut. Et on a vu même qu'il y avait des génériques qui avaient un prix qui était plus cher que le Princeps. Donc, ça, c'était des aberrations. Et on a essayé de corriger ça, mais c'était pas suffisant. Quand on parle du remboursement particulier des médicaments qui sont chers, ça n'a pas de sens qu'on donne un prix à un médicament alors qu'il n'est pas remboursable. Normalement, il faut qu'il y ait une corrélation entre le remboursement par les caisses de l'assurance maladie et éventuellement la prise en charge pour les remédistes par l'État de ces médicaments et pour donner le prix à ce médicament. Alors, ce problème de remboursement, non-remboursement, il y a des commissions et ces commissions, ils doivent être faites ou constituées par des experts indépendants. Et vous avez vu en France la liste des relations entre professionnels de la santé et industrie pharmaceutique, leur conflit d'intérêts. Parce que dès qu'on est membre d'une commission de transparence, tout le monde il va se précipiter, je parle des laboratoires, sur ces membres pour qu'ils soient soit orateurs dans un congrès, soit consultants, etc. Et ceci, il faut qu'ils soient déclarés. Et par la même occasion, on a présenté une proposition de loi de la transparence entre l'industrie pharmaceutique et les dispositifs médicaux d'une part et les professionnels de la santé, toutes les professions de la santé. Et c'est ce qu'on appelle en France la loi anti-cadeau. Et aux États-Unis, cette loi il existait depuis 1974, mais jusqu'à présent, il n'a pas vu le jour au Maroc. Donc celui qui siège dans la commission de transparence, il doit déclarer les conflits. Et est-ce qu'il a une relation avec le laboratoire? Le même laboratoire, il doit également déclarer est-ce qu'il a des collaborateurs. Ça peut expliquer un petit peu, des fois, qu'au Maroc, on a des prix qui sont un petit peu excessifs. Et ça n'a pas de sens qu'on trouve 30-40 génériques pour la même molécule. Vous avez parlé de l'amoxicilline, il y a des anti-inflammatoires. De l'homéoprazole, il a parlé de l'homéoprazole. Etc. Et ça retombe sur la concurrence, parce que il y a toujours des relations qui sont un petit peu... Alors le point est clair. Abdelhakim Zalim voulait aussi réagir, ancien responsable à la direction du médicament et de la pharmacie au ministère de la Santé. Je vais rapidement faire l'analyse des décrets de prix. C'est vrai, finalement, ce décret-là n'a pas résolu toutes les problématiques de la cherté du médicament. Maintenant, on a des médicaments qui sont très chers par rapport au pays de benchmark par la simple raison que
le décret, il a une grande anomalie, c'est que lorsque tu as un nouveau médicament, je parle des principes, la problématique, ça va tourner toujours autour du prix des médicaments principes, parce que ce sont les nouveaux médicaments. Par contre, les génériques, c'est la concurrence, les baisses se font automatiquement. Lorsque tu as un nouveau médicament principe qui va par exemple avoir l'autorisation de mise sur le marché, avoir un prix. Donc ce prix-là, il va rester pendant 5 ans figé. Donc pas de baisse. Même si le prix baisse dans ce pays de benchmark, il ne va pas être baissé au Maroc. Pourquoi? Parce qu'au niveau du décret de la fixation de prix, il ne prévoit la révision du prix qu'au renouvellement quinquennal via ce médicament-là. Et ça, c'est une aberration dans laquelle maintenant on a beaucoup de produits, de médicaments qui sont chers. Un deuxième élément via le décret, via la fixation via le prix, tout le monde a parlé. Une autre aberration, mais Dr Ibrahimi, il a bien précisé que sans l'implication du CNOS et des CNSS, des gens qui font le remboursement du médicament, on ne peut pas avoir un système de fixation de prix de médicaments qui va encourager l'accès aux soins, l'accès de la population à ce médicament-là. Mais il a bien précisé que sans l'implication du CNOS et des CNSS, des gens qui font le remboursement du médicament, on ne peut pas avoir un système de fixation de prix de médicaments qui va encourager l'accès aux soins, l'accès de la population à ce médicament-là. Pourquoi? Parce que ce sont des organismes qui font le remboursement, mais qui ne sont pas impliqués dans le système de fixation de prix. On fait un benchmark. Le Conseil de la concurrence, il a cité que le benchmark, il était mal choisi, donc on est arrivé à ce constat-là. Mais qu'est-ce qu'on va faire dans l'avenir? Maintenant, on a des médicaments qui sont chers. Comment on va résoudre cette problématique-là? Est-ce qu'on va la résoudre en modifiant le décret? Est-ce qu'on va la résoudre de quelle manière? Lorsqu'on voit depuis le nouveau décret de fixation du prix des médicaments, la cascade des baisses de prix, ça finit pas. Et ce sont des médicaments, je peux dire, moi j'ai fait une analyse, ce sont la majorité des médicaments génériques et la majorité des médicaments qui sont fabriqués, localement. Et des fois les baisses, ce sont des baisses que minimes, ce sont des baisses de 50 centimes, de 20 centimes. Quel est l'impact de cette baisse-là sur la population, sur l'accès? Alors qu'au niveau du rapport du Conseil de la concurrence, la consommation des médicaments n'a pas bougé depuis des années. Ça se voit que ce décret n'a pas apporté donc beaucoup de choses. Donc on peut une autre chose sur laquelle il faut qu'on insiste. Maintenant, dans le rapport de la Conseil de concurrence, on a 11 millions de gens qui sont des ramédistes. Ces gens-là, il faut qu'on comprenne une chose très importante. Ces gens-là, ils ont besoin d'accès aux soins gratuitement. C'est-à-dire que le ministère de la Santé, il faut qu'il change sa politique de prise en charge de ces gens-là, surtout en ambulatoire. Parce que ce sont des gens qu'ils vont dans les centres de santé, ils ne trouvent pas de médicaments. Et donc, il faut qu'ils ne trouvent pas de médicaments, ils ne vont pas se soigner. Et maintenant, on fait une population, lorsqu'ils ont des maladies lourdes, sur le système de santé. Moi, je dis une chose qui est très importante, il faut que le ministère de la Santé voit sa position actuelle dans le système de santé. Parce que s'il ne voit pas sa place dans ce système-là, on va toujours avoir alors, les mêmes problèmes. Le point est clair. J'ai une idée très essentielle. Mais en quelques secondes. Si le ministère de la Santé ne s'ouvre pas, c'est-à-dire une grande concertation avec toutes les partenaires. Et surtout, je pense à un secteur qui peut jouer un rôle très important, c'est le secteur des pharmaciens d'officine, qui sont là pour la population et qui peut aider ce ministère-là dans sa politique. Donc ça, c'est une chose très essentielle. Et une chose qui est essentielle, c'est que ce rapport de Conseil de la concurrence, il ne faut pas qu'il reste dans les tiroirs du ministère de la Santé. Alors, il faut qu'il d'accord. Le point est clair. Mettre les Marocains dans l'achat de médicaments, donc on est toujours aux alentours de 450 dirhams par personne et par an, alors que je crois en Algérie on est à 1200, 1100 dirhams à peu près, donc plus que le double chez nos voisins algériens, alors qu'on ne tombe pas moins malade que finalement nos voisins. Leila Sinti, si vous voulez réagir. Oui, alors par rapport à ce décret du prix, d'abord le benchmark, là où on peut aussi le critiquer, c'est que les pays du benchmark, on devait benchmarker le système de santé de ces pays. On ne peut pas venir juste benchmarker les prix du médicament. Ces pays d'abord, ils sont à plus de 90%, ils ont une prise en charge, donc c'est l'État qui est le payeur, donc c'est normal qu'il y ait une réglementation. Aujourd'hui, quand on voit déjà pour les assurés, il y
n'y a que 50% qui bénéficient de l'assurance maladie, et pour les autres, et même pour ces 50%, le reste à charge est parmi les plus importants dans le monde. Et c'est ça où je salue le rapport du Conseil de la concurrence qui a été vraiment dans les détails, où il a vraiment fait une analyse. Il n'y a que 50% qui bénéficient de l'assurance maladie, et pour les autres, et même pour ces 50%, le reste à charge est parmi les plus importants dans le monde. Et c'est ça où je salue le rapport du Conseil de la concurrence qui a été vraiment dans les détails, où il a vraiment fait une analyse très très pointue et par des experts, puisqu'il a mandaté des experts marocains qui connaissent très bien la réalité marocaine et le terrain marocain, et donc ils ont benchmarker toutes ces données. Aujourd'hui, par exemple, on prend pour certains pays du benchmark, les prix qui ne sont pas remboursés, ils sont libres. Au Maroc, le prix n'est pas remboursé, mais il n'est pas libre quand même. Il est réglementé. Donc, on a cette baisse de prix, elle a juste déstabilisé un écosystème qui est celui d'abord des pharmaciens d'officine, qui aujourd'hui on voit l'état des pharmaciens d'officine, et elle a déstabilisé un écosystème d'industriels parce qu'on leur avait promis des mesures d'accompagnement, comme l'a dit, n'ont pas vu le jour. Toutes les mesures d'accompagnement n'ont pas vu le jour à aujourd'hui. Et là, je crois qu'on a atteint les limites et on ne peut plus continuer dans cette, direction et ce décret de prix doit être absolument amendé et revu. Très bien. Salim Grmaï, vous voulez réagir des laboratoires Galinica? Oui, toujours sur la question du prix. On est en train de faire une pression de plus en plus forte sur les prix des médicaments. Le médicament, c'est pas n'importe quoi. Un médicament, ça coûte cher à fabriquer. Il y a de l'encadrement qui est très important. Il y a de la maîtrise de la qualité. Il y a de la traçabilité. Il y a de la sécurité. Et ça coûte de plus en plus cher de fabriquer un médicament. Et donc là, on a deux tendances qui sont à sens inverse. D'un côté, on tire sur les prix de manière à ce qu'ils soient plus bas, et nous sommes pour que le médicament soit le plus accessible. Mais d'un autre côté, fabriquer un médicament, ça revient de plus en plus cher. Les machines coûtent de plus en plus cher. Les salaires augmentent. L'encadrement est de plus en plus onéreux. Il va falloir arriver, nous sommes pour que le médicament soit le plus accessible, mais d'un autre côté, fabriquer un médicament, ça revient de plus en plus cher. Les machines coûtent de plus en plus cher, les salaires augmentent, l'encadrement est de plus en plus onéreux. Il va falloir arriver, on va arriver à une limite, on ne sera plus en mesure de faire de la qualité. La qualité, elle a un coût. Et ce coût-là, à un moment donné, il ne sera plus négociable parce qu'il en sera de la sécurité des patients. Donc ça, il faut être bien conscient de ça. Alors, il y a aussi un point que je voulais évoquer. Pour terminer sur la question des prix, il y a également une catégorie de produits dont on n'a pas parlé. C'est des produits qui sont assez anciens, qui ont un service médical rendu qui est bien établi, mais qui sont restés à des prix extrêmement faibles. Et aujourd'hui, ce sont des produits qui sont économiquement non viables. On ne peut pas les maintenir sur le marché parce que les matières premières ont beaucoup augmenté et ce sont des médicaments aujourd'hui qui sont vendus pratiquement à perte. On ne peut plus maintenir, et là ces produits non viables, on ne peut pas les maintenir sur le marché parce que les matières premières ont beaucoup augmenté et ce sont des médicaments aujourd'hui qui sont vendus pratiquement à perte. On ne peut plus maintenir, et là ces produits-là doivent être augmentés. Et là, nous avons demandé aux autorités de faire le nécessaire. Il y a même des accords qui ont été faits par les ministres et dans le cadre de commissions interministérielles, et ça n'a pas été mis en œuvre. Les augmentations attendues n'ont pas été mises en œuvre. Donc il y a beaucoup de choses à faire, mais malheureusement, on ne voit pas les actions. Alors que l'alternative thérapeutique est beaucoup plus onéreuse. Et bien sûr, les alternatives sont beaucoup plus... Et là, effectivement, il y a de la pression de la part d'un certain nombre d'acteurs économiques. Très bien. Abdelmajid Belech, et juste après, je reviens à vous, Mustafa Brahimi, mais d'abord Abdelmajid Belech. Alors, 3 points. Le premier, on doit plus parler de la direction de médicaments de la pharmacie. Comme j'ai dit, c'est une vieille dame qui aujourd'hui atteint d'Alzheimer au point de savoir qui elle est, qu'il soit une agence autonome, indépendante du ministère de la Santé, ça, on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est bon. Etc. 2. Au niveau des textes de loi, excusez-moi, mais il y a des textes complètement foireux qui sortent, et ce n'est qu'une fois qu'ils sont sortis qu'on se rend compte qu'ils sont totalement inapplicables. C'est le cas du décret sur la bioéquivalence qui est en train de galérer depuis qu'il a été fait pour la première fois en 2012. Il a été gommé par une simple circulaire du directeur de médicaments de la pharmacie, lequel circulaire a été annulé par un autre, mais on est en train de galérer, mais on est dans un délire incroyable. Et vous avez des textes qui sont bons
mais qui ne sont pas respectés. C'est le cas du décret de l'AMM, il est bon, sauf qu'il n'est pas respecté. Il dit que votre AMM, vous pouvez l'avoir en 9 mois. Désolé, mais les gens galèrent. On sait que dans le marché de l'hépatite, il y a ça c'est spécial. Ça. Non, mais non. Qu'est-ce qu'il a de spécial Le fast track, il y a les conditions pour le fast track, mais on ne fait pas une AMM en 5 jours juste pour que le laboratoire soumissionne un marché opportun. Il y avait déjà des médicaments qui existent, qui sont là. Donc, voyez, il faut en finir. Alors, un point très important. Aujourd'hui, partout dans le monde, on est en train de prendre conscience qu'un pays qui n'a pas une industrie locale ne peut pas sécuriser l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé. Et donc, il est en danger. L'Europe, il avait délocalisé dans les années 70 son industrie vers la Chine, l'Inde. Et quand il y avait la crise Covid, tout le monde s'est rendu compte qu'il y a un problème. Donc, il faut qu'on soit conscient. Pour justement sécuriser l'approvisionnement, nous devons renforcer notre industrie nationale. Il y va de l'intérêt de nos patients. Ça, c'est un point qui est fondamental. Très bien. Alors, je vais donner la parole à nos deux intervenants sur Skype, Mustapha Brahimi et Hakim Zalim. Je sais que vous voulez réagir, mais il y a un point aussi sur lequel peut-être on doit se poser des questions, c'est les fameux 6% de TVA sur le médicament qui... 7%, pas 6, 7%. Mais je vous laisse d'abord réagir avant de revenir à ce point. Allez-y, Hakim Zalim d'abord. Oui, donc je reviens sur un point qui est essentiel en relation avec le décret des médicaments et avec l'arsenal juridique. On a un arsenal juridique qu'il faut qu'on s'assoie entre personnes expertes et on dit voilà, notre système juridique il est arrivé à un blocage, il faut l'adapter, il faut le réaménager. Une chose qui est très importante, on a des décrets qui ne sont plus applicable. Je prends le décret via l'AMM qui a été malmené jusqu'à aujourd'hui pour le réaménagement. Une chose qui est très importante, on a des décrets qui ne sont plus applicables. Je prends le décret via l'AMM qui a été malmené jusqu'à aujourd'hui. Et un deuxième point qui est essentiel pour encourager la pénétration dans le marché de certains molécules, le décret de l'AMM. Le décret de l'AMM, il a une disposition qui est très importante que le ministère de la Santé doit établir chaque année une liste des médicaments vitaux dans lesquels il y a un problème d'approvisionnement et cette liste doit être par arrêté et normalement ce sont les seules molécules qui ont le droit d'avoir le fast track. Ça c'est un point essentiel. On n'a jamais eu une liste du ministère de la Santé dans laquelle il dit pour les industriels pharmaceutiques, voilà les molécules qui sont vitaux qu'on a besoin pour notre population. Deuxième chose essentielle que moi, il faut qu'on parle, c'est que ce décret d'AMM, c'est un décret qui a engendré le plus grand nombre de ruptures de stock. Donc, maintenant, on vit un problème, le secteur des pharmaceutiques vit un problème énorme qui est le rupture de stock de pas mal de molécules. Une chose qui est très essentielle, dans le système actuel, c'est un système dans lequel on encourage les produits à l'importation sur les produits à la fabrication locale. Et normalement, on n'exploite pas la production pharmaceutique locale n'est pas exploitée à 100%. Alors que presque, je peux dire 90% des molécules qui sont normalement utilisées. Oui, alors justement, je pense qu'on a perdu le contact avec notre ami Hakim Zalim. Je reviens vers vous, Mustapha Brahimi, et juste après, je voudrais qu'on puisse embrayer sur la question de la TVA. Mustapha Brahimi. Alors, ce qu'il a dit, Zalim. Oui, allez-y. C'est que quand on trouve 30-40... Sur la question de la TVA, Mustapha Brahimi. Alors, ce qu'il a dit, Zalim. Oui, allez-y. C'est que quand on trouve 30-40 génériques de la même molécule, alors je demande à Sigal Maï, ici présent, de nous dire ils roulent à combien le taux d'occupation de leur machine, je suppose qu'ils ne dépassent pas les 50%. C'est-à-dire, s'il y avait moins de génériques sur le marché, il aurait dû peut-être multiplier sa production par 2 ou par 3 et par conséquent, il va diminuer davantage les prix. Donc ce problème de multitude
de générique et il entraîne une augmentation des prix. Le deuxième de générique sur le générique. Absolument. Le deuxième problème, c'est la couverture médicale universelle. Nous avons le tiers de la population marocaine, c'est surtout pour les indépendants et pour les professionnels libéraux, entre autres les pharmaciens d'officine, les médecins, les chirurgiens dentistes, etc., qui n'ont pas d'assurance maladie de médicaments. Il s'agit de 10 millions de Marocains. Donc, c'est un marché qui est très important et normalement, ce chantier, il doit être achevé. On a deux lois, c'est la loi 98-15 et 99-15 qui doivent rentrer en vigueur et appliquer le plus tôt possible. Et puis l'État, il a montré son rôle comme il a dit Sigrmaï, il y a des produits qui sont anciens, qui sont très efficaces, mais dont la marge devient de plus en plus étroite, la marge de bénéfice. Et donc, soit l'État, il doit rentrer dans un système de partenariat public-privé avec les laboratoires. Absolument. Le deuxième problème, c'est la couverture médicale universelle. Nous avons le tiers de la population marocaine, c'est surtout pour les indépendants et pour les professionnels libéraux, entre autres sur la consommation de médicaments. Il s'agit de 10 millions de Marocains. Donc, c'est un marché qui est très important et normalement, ce chantier, il doit être achevé. On a deux lois, c'est la loi 98-15 et 99-15 qui doivent rentrer en vigueur et appliquer le plus tôt possible. Et puis l'État, il a montré son rôle, en particulier dans cette crise de Covid-19. Et normalement, comme il a dit Sigrmaï, il y a des produits qui sont anciens, qui sont très efficaces, mais dont la marge devient de plus en plus étroite, la marge de bénéfice. Et donc, soit l'État, il doit rentrer dans un système de partenariat public-privé avec les laboratoires qui existent sur le marché, ou bien faire marcher le laboratoire de Brachid pour fabriquer, entre autres, par exemple, l'adrénaline, les morphiniques et un certain nombre de médicaments qui sont efficaces et donc il dit molécules innovantes et on a perdu le contact avec Mustafa Brahimi. Alors en tout cas efficacité, mais dans le prix, il doit être négocié. Et ceci, on l'a vu par exemple avec la petite pharmacie de la CNOS qui négocie mieux que ce que faisait le ministère de la Santé. Et à propos, dans ce rapport de la concurrence, on a trouvé que le ministère de la Santé, il y a des années, 2 ou 3 années, qui a consommé 300 millions, 400 millions de dirhams, alors que le budget qu'on a voté, nous, au Parlement, c'est 2 milliards 500. Donc, c'est inconcevable qu'on vote 2 milliards 500 et qu'on ne trouve dans ces rapports que 4 millions, 400 millions, 500 millions. Et quand on voit dans les centres de santé ou dans les hôpitaux, on trouve des pénuries de médicaments de diabète, de l'hypertension artérielle, de vitamines, etc. Ça, c'est inconcevable. Et ça, c'est un problème d'émission de vitamines, etc. Ça, c'est inconcevable. Et ça, c'est un problème d'émission de taux de crédit qui ne dépasse pas, en particulier de la pharmacie centrale, entre 50 et 75%. Et donc, ça rentre dans le... Alors, je retiens... Uniquement pour l'AMM, le Fast Track, Césalim il l'a dit, il faut qu'on ait une procédure transparente pour avoir l'AMM Fast Track, mais sinon on va revenir peut-être... mais ça existe déjà dans les textes réglementaires, a priori, c'est juste pas respecté. Il n'y a pas une procédure qui est claire. Si Zalim justement a partagé avec nous le fait qu'il y a une procédure, mais que celle-ci n'est pas toujours observée par le ministère. C'est ça que j'ai compris en tout cas de son intervention. Non, oui, si vous voulez, pour qu'on soit clair, c'est que normalement le décret de l'AMM, il a prévu une disposition spéciale comme quoi chaque année le ministre de la Santé il applique la liste, et la liste on la voit pas. L'AMM, il a prévu une disposition spéciale comme quoi chaque année le ministre de la Santé il applique la liste, et la liste on la voit pas. La liste on la voit pas. Normalement la
réalité doit être dans le bulletin officiel, c'est-à-dire que l'ADMP dans sa conception actuelle, elle est dépassée. Très bien. Donc on est bien d'accord sur ce point. Je retiens que pour doper en tout cas la consommation locale de médicaments, il va falloir comprendre les objectifs de la baisse du prix des médicaments, ensuite corréler cela aux résultats et enfin en tirer les conséquences. Je retiens aussi qu'il va falloir élargir la base des gens qui sont assurés pour justement essayer de doper encore plus la consommation de médicaments. Je retiens également qu'il va falloir mettre sous la loupe, j'ai envie de dire, la commande publique qui parfois semble manquer de cohérence. En tout cas, c'est revenu aussi dans le rapport de la Cour des comptes et un petit peu aussi dans le débat que nous avons. Donc voilà au moins quelques pistes de réflexion sur lesquelles les pouvoirs publics doivent éventuellement agir. Mais il y a aussi un non-sens, j'en parlais tout à l'heure, c'est justement cette TVA sur le médicament. On ne peut pas être taxé parce qu'on est malade, on n'a pas choisi d'être malade et c'est presque, j'ai envie de dire, taxé parce qu'on est malade, on n'a pas choisi d'être malade et c'est presque, j'ai envie de dire, moralement inacceptable. Je ne sais pas qui peut réagir. Salim Garmari, docteur en pharmacie et DG du laboratoire Galenica. Ben non seulement c'est un non-sens, mais je dirais même plus, c'est une aberration. On est le seul pays à faire ça, peut-être. 7% de TVA sur des médicaments, c'est à la limite dire à quelqu'un qui est malade, tu n'as pas le droit d'être malade. On te fait payer 7% plus cher le fait d'être malade. Et ça, c'est inadmissible. Je pense que les autorités, j'espère qu'ils vont finir par enlever cette TVA sur l'ensemble des médicaments. Le médicament n'est pas un bien de confort, ce n'est pas du luxe, c'est quelque chose qu'on prend lorsqu'on a besoin de se soigner. Et c'est inadmissible de faire payer 7% aux patients. C'est inadmissible. Très bien, vous voulez réagir sur ce point, Michel Belich? Alors, est-ce qu'on est le seul pays à pratiquer ça? Non, il y a des pays qui le pratiquent, mais qui ont des taux beaucoup plus... Alors, les pays de benchmark, l'Arabie Saoudite, elle est à 0%, seule la Turquie, elle est à 8%. Mais sinon, vous prenez la Belgique, elle est à 6%, la France 2,1%, l'Espagne 4%, le Portugal 5%, la moyenne des pays de benchmark, c'est 4,2%. C'est une question d'abord de principe avant même qu'on parle de pourcentage de 7, 6, 10%, 20%, c'est pas ça le souci. Non, le souci c'est que ça devrait même pas exister parce que comme l'a dit Salim Gramari, quand on est malade, on n'a pas envie d'avoir une double peine. Et malade et on nous tape voilà, sur le portefeuille. Mais sauf que dans ces pays, même s'ils ont des taux de TVA faibles, leurs malades, voilà le malade. Alors que chez nous, les 7%, on les paie plein pot. Parce qu'à part quelques maladies chroniques telles que le diabète, l'hypertension, l'asthme, les cancers, le sida et l'hépatite, qui sont à 0%, mais aussi les médicaments chers. Mais les médicaments ont essayé de faire passer la TVA d'un taux de 7% à 10%. Et nous avions fait l'étude dans le temps pour démontrer sur tous les prix qui existent, tous les médicaments, qui a été présenté au ministre pour lui dire, regardez, vous ne touchez de toutes les manières que 500 millions de dirhams de TVA, alors que l'impact sur les patients, et que ça ne serait pas correct d'augmenter la TVA, ce qui augmenterait le prix, 2 ans après d'avoir fait la baisse, qui n'aurait aucun sens, ce qui ne serait pas politiquement correct. Oui, moi je pense que déjà si on avait retiré la TVA, le médicament serait déjà moins cher donc, pour le patient. Voilà, de 7%, donc ça aurait été peut-être beaucoup plus intelligent que le décret du prix qui a fait des baisses démagogiques. Et nos pays, enfin les pays voisins avec lesquels on peut se comparer en TVA 0, donc sur le médicament. Ce que je déplore, c'est que ces pays voisins auxquels on se compare aujourd'hui ont démarré leur industrie longtemps après le Maroc. Pour ne citer que l'Algérie qui a démarré il y a une vingtaine d'années, aujourd'hui ils sont à un taux de fabrication qui avoisine ce que fabrique le Maroc. Ils ont dernièrement mis en place un ministère de l'industrie pharmaceutique, c'est dire l'importance qu'ils sont en train de donner à l'industrie pharmaceutique. Ils commencent ils ont déjà, enfin, ils lorgnaient beaucoup sur notre politique et aujourd'hui, ils vont devenir des vrais concurrents pour nous sur les marchés africains. Les champions, et tout ça, voilà, devenir les champions d'Afrique. Et tout ça, on n'a pas cessé de le dire, de le décrier, pour qu'il y ait une réglementation, pas à notre avantage, mais juste en faveur d'un développement du secteur, et tout ça dans l'intérêt du citoyen pour avoir toujours le produit de qualité et au prix juste. Très bien, Moustapha Brahimi voulait réagir sur ce point et Abdelhakim Zalim également. Toujours le produit de qualité et au prix juste. Très bien, Moustapha Brahimi voulait réagir sur ce point et Abdelhakim Zalim également.
Et cette question de la TVA, il faut la relativiser. Parce qu'il y a maintenant la moitié des médicaments qui sont exonérés de la TVA. Et donc chaque année, on vote une loi de finances, et chaque année, la dernière, c'était en 2020, on a exonéré des centaines de médicaments et des dispositifs médicaux, entre autres l'implant cochléaire. Alors tous les médicaments dont le prix est supérieur à 850 dirhams, ils sont exonérés de la TVA. D'accord. Donc, et 80% du marché, c'est moins de 200 dirhams. Sur le marché marocain, je précise, ils sont exonérés de la TVA. Et on va, de façon progressive, ça fait presque 4 ou 5 années, à exonérer de plus en plus les médicaments. On a exonéré en 2013 les médicaments des maladies chroniques et coûteuses, et ça n'a pas été retenti dans le PPV. Ça n'a pas été retenti dans le PPV. D'accord. Ça, c'est un problème des industriels qui, normalement, ils doivent afficher un prix moindre quand ils ne sont plus taxés. Et donc, le premier rapport parlementaire, la question qui a été posée, pourquoi le médicament il est cher au Maroc? Est-ce que c'est les taxes qui font que le médicament il est cher, ou parce que ce sont les marges des médicaments? La conclusion, c'était que les marges des industriels qui étaient plutôt... On a un industriel avec nous. On a un industriel avec nous. C'est les marges de On a un distribution. industriel avec nous. On va donc lui poser la question directement. Salim Gremaï, peut-être une réaction là-dessus. Je vais réagir d'abord quand on parle du prix des médicaments. Pardon. Fusionner et moins de générique, et comme ça le prix de revient va devenir moins cher et les médicaments ils vont devenir moins chers. Très bien, alors le point est que il faut absolument qu'on doit exonérer tous les médicaments de la TVA, mais c'est la question des prix chers, c'est pas uniquement c'est aussi les marges. Très bien. Alors Salim Gremaï, vous voulez peut-être réagir sur ce point? Pour réagir sur la question du prix, oui. D'abord, quand on parle du prix des médicaments, d'abord, c'est les princeps qui sont les plus chers. Il faut être clair. Les génériques ne sont pas les médicaments qui sont chers. Ça, c'est un premier point qui est établi. Deuxièmement, quand on parle du prix, c'est le prix public de vente, c'est-à-dire le prix tel qu'il est vendu au niveau de la pharmacie. Et là, il y a la marge du pharmacien. Et au passage, je tiens à préciser que aujourd'hui, du fait de la faible consommation des ménages au Maroc, les pharmacies sont en situation de difficulté. Et c'est ce qui a justifié qu'aujourd'hui, les pharmaciens aient la marge la plus importante, parmi les plus importantes dans le monde. Et c'est dommage qu'on en soit arrivé là, parce que finalement, c'est le patient qui paye plus cher. Mais la marge du pharmacien, cumulée à la marge du grossiste, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 45% pour les médicaments de la marge du pharmacien, cumulée à la marge du grossiste, on arrive à quelque chose qui est de l'ordre de 45% pour les médicaments de la tranche 1 et 2. Et là, effectivement, oui, il y a des marges qui sont très importantes. Mais le générique au Maroc n'est pas plus cher qu'ailleurs. Au contraire, le générique, il est accessible. Très bien. Abdelhakim Zalim, peut-être une réaction. Une chose qui est très importante. On voit depuis des années que l'État fait un effort pour l'exonération des médicaments de la TVA. Cette année-là, en 2020, presque tous les médicaments qui sont chers, qui sont dans la tranche la 3e et la 4e tranche, sont exonérés de la TVA. Mais il faut une chose qui est très importante. Il faut plus parler du prix du médicament. Il faut trouver un moyen pour que le patient marocain a un accès facile aux médicaments. Cet accès facile aux médicaments, c'est la problématique du prix du médicament. Et la troisième chose, c'est la généralisation de l'assurance maladie à tous les citoyens marocains. On l'a dit tout à l'heure. Une chose qui est très importante, c'est l'instauration du tiers payant. Écoutez, le jour où au Maroc on va instaurer un système de tiers payant, le jour où le Marocain va aller dans une pharmacie d'officine, il ne va pas mettre la main dans la poche pour payer ses médicaments, il aura une carte, automatiquement on va augmenter la consommation de médicaments, les patients marocains vont se soigner bien et on aura une baisse de prix qui est vraiment consistante. Maintenant, sans ce système-là, on aura toujours... Très bien, le point est clair. Salim Gremaï, très rapidement avant de passer la parole à Admijid Belech. Oui, à l'avantage du patient.
on n'a pas parlé d'une chose qui est très importante, c'est la consommation des génériques. Il faut en parler. Aujourd'hui, les médecins ne prescrivent pas assez de génériques. Il faut prescrire plus de génériques. Ils ont la qualité, ils ont que les médecins marocains aient confiance dans le... Et pourtant, les médicaments Princeps et les génériques qui sont fabriqués au Maroc sont de la même qualité. Ça suffit d'avoir le complexe du générique. Je demande aux médecins d'avoir confiance dans le médicament Made in Morocco et dans le générique marocain. Il faut prescrire des génériques et consommer du générique. Et c'était votre mot de la fin, Mjid Belleiche, également pour le mot de la fin, une réaction sur les génériques peut-être aussi. Est-ce que c'était prévu qu'on en parle? Malheureusement, le temps nous a pas avant permis. le mot de la fin, juste une mise au point. La marge des pharmaciens, on a beau dire qu'elle est élevée, pas en valeur absolue, mais en pourcentage. Mais vu les 3 tests du marché, la faiblesse de la consommation, d'ailleurs, la plupart des pharmacies sont en train de disparaître. Et le problème, c'est que quand on prend les prix avant 2014, la baisse de 2014 et les prix actuels, en calculant le prix par comprimé, nous constatons que les prix ont baissé de moitié. C'est-à-dire que on a dit aux pharmaciens, vous allez avoir au lieu sur la première tranche une marge de 30%, vous allez avoir 34%. Et bien aujourd'hui, on peut dire qu'ils n'ont pas 34%, ils ont exactement 17%, puisque depuis cette date à ce jour, les médicaments ont baissé de moitié. Moi, pour le mot de la fin, il est fondamental qu'on sécurise l'approvisionnement de notre pays en médicaments, et ça ne peut se faire que par la production locale. Les importations augmentent notre dépendance de l'intérêt, mettent en danger nos patients, augmentent le risque. Mais le marché marocain est petit, peut-être qu'on ne sera pas rentable à fabriquer certains médicaments ici chez nous au Maroc. Peut-être qu'on serait plus inspiré de les importer. Là, bien au contraire, nous avons un outil industriel qui est capable de fabriquer 1 milliard de boîtes, alors que le marché n'en absorbe que 450. Ça veut dire que nous avons la possibilité d'augmenter cette consommation et en même temps d'exporter au moins un tiers de ce milliard. Et on va finir sur une note positive, justement. On va finir pour dire que justement nous avons toutes les capacités, tous les atouts pour aujourd'hui nous positionner par rapport à ce que l'Europe veut faire dans sa colocalisation de l'industrie pharmaceutique. Aujourd'hui, les Marocains, les industries nationales ont beaucoup investi, ils sont prêts encore à investir davantage et nous ambitionnons de prendre part à l'Airbus du médicament qui a été en tout cas on le regarde de très très près pour pouvoir apporter une contribution à cette relocalisation. Et l'actuel ministre de la Santé, Khalid Aïtal, pour vous, c'est l'homme de la situation lorsqu'on voit par exemple le blocage qui a été fait sur l'exportation du médicament marocain? Une contribution à cette relocalisation. Et l'actuel ministre de la Santé, Khalid Aïtal, pour vous, c'est l'homme de la situation lorsqu'on voit par exemple le blocage qui a été fait sur l'exportation du médicament marocain? L'industrie aujourd'hui, nous faisons partie aussi du ministère de l'Industrie et nous travaillons avec notre ministère de l'Industrie. Vous voulez dire que vous ne comptez pas sur le ministre de la Santé? Le ministre de la Santé, c'est la réglementation. On demande à être accompagné au niveau réglementaire. Non, mais vous savez très bien qu'il y a eu quand même un blocus sur les exportations il y a quelques mois où on a bloqué les médicaments, non seulement ceux qui C'était sous l'effet de la crise. On a pu... Quel est le rapport avec la crise? Parce qu'ils avaient peur de manquer de médicaments alors qu'on avait des stocks, alhamdoulilah, très suffisants. Ils n'étaient pas au courant des stocks au niveau du ministère de la Santé? Ils étaient au courant. Ils étaient au courant, mais ils vous ont bloqué quand même et vous comptez sur eux pour le futur? Non, des exportations ont été quand même réalisées. Je le répète en complémentaire pour qu'on puisse reconnaître toute la maîtrise et l'expertise dont jouit l'industrie pharmaceutique marocaine. Abdelhakim Zalim, pour le mot de la fin, très rapidement s'il vous plaît. Oui, il faut qu'on soit fiers de notre industrie pharmaceutique, il faut qu'on soit fiers des médicaments fabriqués localement, il faut qu'on pense à nos patients, il faut qu'on leur mette à disposition tous les médicaments. Donc c'est l'affaire de tout le monde, les médecins, les pharmaciens et tout ça. Il faut que le patient, lorsqu'il est là, il faut qu'il soit pris en charge dans sa globalité avec les moyens qu'il a. Donc il faut qu'on soit fiers de notre pays. Et merci. Salim Grmaï des laboratoires Galenica pour le mot de la fin. La crise du Covid-19 a été riche d'enseignements.
Nous avons de grands défis dans l'avenir. La population marocaine vieillit. Il va y avoir beaucoup de patients cardiaques, de l'hypertension, du diabète, des maladies lourdes qui vont coûter de plus en plus cher. Nous devons compter de plus en plus sur la fabrication locale et lui donner l'importance qu'elle mérite avec les dispositions nécessaires. 15h30, Majid Belaïch, analyste des marchés pharmaceutiques, et merci également à Mostafa Ibrahimi.